Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une, ce soir, 5 cas de Covid-19, un décès, aucun cas grave. Voilà le point du coronavirus à l'hémicycle en attendant les résultats des autres tests. Mais le vice-président Abdou Mbaou rassure, vous l'entendrez en début d'édition. Le retour des mesures restrictives avec cette seconde vague de coronavirus fait grincer des dents. Des Sénégalais se disent quand même prêts à se passer des festivités de décembre. Aminata Touré sert une citation directe au député Toussaint Manga. L'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental lui reproche des propos calomnieux à ses yeux. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Des nouvelles de l'Assemblée nationale envahie par la Covid-19. La situation est sous contrôle selon Abdou Mbaou, le premier vice-président. Abdou Mbaou révèle 5 cas graves de Covid-19 qui ont été signalés, dont un décès, mais aucun cas grave pour le moment. Il indique que toutes les dispositions ont été prises pour freiner la propagation du virus. Plusieurs députés ont fait le test et attendent les résultats. Voici Abdou Mbaou, joint au téléphone par Migui Maramdiaye. La situation ici au niveau de l'Assemblée nationale, elle est sous contrôle. Je le dis pourquoi? Parce que d'abord, je rappelle que l'Assemblée nationale, depuis le début de la pandémie, a pris des mesures pour préserver ce lieu de travail qui est une institution de la République, le personnel, mais aussi les députés. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a une situation à l'Assemblée nationale où dans la population ou bien dans la presse, on fait cas de 20 députés hospitalisés, certains même seraient en réanimation. Je voudrais rassurer les Sénégalaises et les Sénégalais pour dire que ces informations ne sont pas fondées et ne reposent sur absolument rien. Aujourd'hui, la situation, elle est comme suit. À l'Assemblée nationale, il y avait un agent du personnel qui a contracté le Covid. Comme je vous l'ai dit, il travaille dans un service. Tous les membres de son service ont été testés et les résultats sont négatifs. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau des parlementaires, au moment où je vous parle, on a 4 cas positifs de nos collègues. Et aucun de ces cas n'est dans une situation grave, c'est-à-dire en réanimation. Ça aussi, je voudrais vraiment porter cette information à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Il y a une de nos collègues, malheureusement, qui a perdu la vie et nous inclinons encore une fois de plus devant sa mémoire, c'est-à-dire notre collègue Marie-Louise Diouf. Beaucoup de nos collègues ont fait des tests au niveau des services et les tests qui nous reviennent aujourd'hui sont négatifs. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des résultats qu'on attend parce que certains ont fait le test aujourd'hui. Et à tout moment, s'il y a des députés qui sont quand même positifs, on va communiquer sur ça. Parce que je rappelle que cette maladie n'est pas une maladie de la honte. Il faut que les gens arrêtent la stigmatisation. Les mesures restrictives sont de retour et les citoyens s'y prononcent. Tout tombe à l'eau pour certains qui avaient prévu des festivités. D'autres se résignent tout bonnement et se disent prêts à se passer des festivités de décembre pour bouter le virus hors du Sénégal. Boubacar Dian, Cheikh Diop se sont rendus à Bentali. Reportage. Depuis quelques semaines, les cas de contamination au coronavirus grimpent en flèche, entraînant ainsi le retour des interdictions de rassemblement et autres. Cette commerçante avait un programme bien garni pour décembre, mais la nouvelle interdiction de tout rassemblement bouleverse tout. J'avais prévu de sortir pour m'amuser en cette période, mais vraiment ces mesures ne m'arrangent en rien. J'avais 3 mariages au calendrier pour ce mois de décembre, mais bon, je m'en remets aux décisions de nos autorités. Si le retour des mesures barrières impacte Adji, ce jeune n'a pas l'habitude de célébrer décembre. Cela ne me dérange aucunement. Quand je reviens du travail, je ne sors plus. En plus, les fêtes de décembre, je ne suis pas trop dedans. Pour lui, on peut se passer des fêtes de fin d'année, ne serait-ce que cette année, afin de combattre le virus. Le mois de décembre, nous devons pouvoir s'en passer, fêter en famille, préparer du bon poulet et rester à la maison. Les parents aussi doivent retenir leurs enfants à la maison. 101 cas de Covid-19 hier, 127 aujourd'hui.
chose qui en quelque sorte confirme les craintes du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Lors du face-à-face avec la presse, Abdoulaye Diouf Sarr annonçait la deuxième vague au Sénégal et par ricochet, la coercition pour le respect des mesures barrières. Le coronavirus et la sinusite ne font pas bon ménage en cette période de pandémie. C'est du moins le sentiment des personnes souffrant de sinusite. Ces dernières font savoir que le port du masque les handicape, même si cela les protège. Un reportage de Mohamed Rassoul Khan et Moussa Fall. À Dakar Plateau, peu de personnes rencontrées souffrent de sinusite. Cette pathologie est un fardeau en période de fraîcheur. Ce commerçant dit souffrir de la maladie et se réjouit d'avoir trouvé un remède. La sinusite nous fatigue vraiment durant la période de fraîcheur. Ça me fatigue plus lorsque je fais mes ablutions pour la prière de l'aube. Et quand je suis confronté à ça, je me mets à éternuer. Il suffit juste que j'utilise de l'ail pour me sentir mieux. C'est ce que j'utilise ces temps-ci. Mais il faut savoir qu'avec la fraîcheur, ça devient très difficile. La gêne occasionnée par la sinusite ne fait pas bon ménage avec le port du masque. Un véritable dilemme en cette période de pandémie. J'ai des amis qui en souffrent énormément. Moi, ça me fatigue lorsque j'utilise l'eau ou le savon. Là même, je ne porte pas de masque. Je l'utilise souvent parce que je n'ai pas le choix. Mais d'un autre côté, on peut dire que les masques nous protègent contre la poussière. Quant à Hassan Gueye, la poussière est son pire ennemi. La maladie me fatigue le plus souvent si je suis exposé à la poussière. Et en cette période de fraîcheur, quand il y a du brouillard, ça se déclenche et là ça devient fatigant. Mais j'ai la chance que ça ne dure pas longtemps. Le port obligatoire de masque coïncide avec la période de fraîcheur. Les personnes souffrant de sinusite se retrouvent dans une période inconfortable. Le service national de l'hygiène va désinfecter toutes les gares routières du Sénégal. Des dispositions de lavage des mains supplémentaires seront mis, ainsi qu'une large campagne de sensibilisation dans ces lieux. Le chef du service de l'hygiène a procédé au lancement aujourd'hui à Rufisque, opération qui rentre dans la riposte contre le coronavirus. Un reportage de Babacar Seck. Rufisque a accueilli le lancement de l'opération de grande envergure initiée par le service national de l'hygiène dans toutes les gares routières du Sénégal pour une désinfection et une décontamination. Une deuxième vague serait catastrophique en tout cas pour nous parce que notre économie ne le supporterait pas. Et il nous a exhorté vraiment à trouver toutes les stratégies, n'est-ce pas, pour endiguer en fait la propagation de ce virus-là. Donc notre action d'aujourd'hui, n'est-ce pas, rentre dans ce cadre-là. Nous allons donc dans un premier temps, comme je l'ai dit, traiter, n'est-ce pas, toutes les gares routières, n'est-ce pas, du Sénégal. Donc nous avons préféré commencer ici. Donc au niveau de ces gares routières-là, nous allons non seulement faire des opérations techniques, mais aussi nous allons faire, n'est-ce pas, des actions d'études de sensibilisation. Tous les moyens ont été mis à la disposition des services de l'État. Reste à la population de respecter les mesures pour éviter la propagation de la pandémie. Bon, je crois que c'est l'engagement communautaire qu'il faut, parce que l'État a tout fait. Il nous faut tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de survenue, n'est-ce pas, d'une deuxième vague. Donc je lance vraiment un appel aux populations, vraiment pour le respect du port, n'est-ce pas, de ces masques. À la gare routière de Rufisque, les mesures sont toujours respectées. Vraiment, nous, depuis que on avait lancé la lutte contre la propagation du virus, on n'a jamais baissé les bras. Comme vous le savez, on maintient toujours les manifestes pour identifier les passagers. Toujours, on respecte les lave-mains. On impose aussi aux passagers de porter le masque. Mais quand même, ceci va permettre aussi aux populations vraiment de prendre conscience que le virus est en train encore de se propager pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires vraiment pour faire de sorte que alors la propagation s'arrête. Dans la vieille cité, le service de l'hygiène qui compte s'attaquer aux lieux publics est accompagné par Val d'Afrique et la Sococim.
Toujours à propos du coronavirus, aujourd'hui 127 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 1397 tests effectués. 2 décès enregistrés, 14 cas graves sont admis en service de réanimation et 65 patients déclarés guéris. Autre chose, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mimi Touré, sert une citation directe au député Toussaint Manga. Selon Bassirou Diagne, membre de la cellule de communication de Mme Aminata Touré, une citation directe sera servie dès ce lundi au député pour propos calomnieux envers Mme Touré. Rappelons que le député du Parti démocratique sénégalais a dit en séance plénière que Aminata Touré avait acquis une maison pied dans l'eau pour 1 milliard. Bassirou Diagne est joint au téléphone par Cheikh Hassan Affal. Tout le monde a entendu le député Toussaint Manga dire que Mme Aminata Touré aurait acheté une maison pied à l'eau à 1 milliard de francs CFA. C'était lors du passage du ministre de l'Intérieur. Il est même allé jusqu'à faire des attaques personnelles à l'endroit de Mme la présidente Aminata Touré. Sur ce, après ces accusations qui sont très graves, Mme la présidente a jugé nécessaire, par le biais de son avocat, de servir une citation directe au député Toussaint Manga. Madame Aminata Touré est propriétaire de maisons depuis 1993. Par rapport aux déclarations de patrimoine, il faut savoir que Madame Aminata Touré a fait sa déclaration de patrimoine bien avant l'existence de la loi rendant obligatoire la déclaration de patrimoine. Ce n'est pas à Toussaint Manga de se lever du jour au lendemain, de se cacher derrière son immunité parlementaire pour s'attaquer à une honorable personnalité comme la présidente Aminata Touré. Et joint au téléphone, Toussaint Manga affirme n'avoir rien à ajouter à ce sujet et que ses propos prononcés à l'Assemblée nationale en plénière ne peuvent être utilisés contre lui. Faut-il brûler les rapports de l'ARMP? Non, répond Ibabari Kamara, l'enseignant-chercheur à l'UCAD et formateur en droit, propose la mise en place d'un parquet financier. Il affirme par ailleurs que l'ARMP n'a pas la possibilité de saisir la juridiction de jugement. Écoutons Ibabari Kamara au micro de Ndaïmarem Gaye. La RMP n'a pas la possibilité donc de saisir la juridiction de jugement. Lorsque en fait elle a un dossier justement judiciaire, eh bien elle n'a pas la possibilité donc de traduire la personne directement devant le juge. Elle doit passer par l'intermédiaire du procureur. Le procureur justement, en fait, a la possibilité de poursuivre ou bien de ne pas poursuivre ce qu'on appelle, il a l'opportunité donc des poursuites. Ce qui est une décision administrative, il lui appartient donc au procureur de voir s'il faut poursuivre ou bien s'il ne faut pas poursuivre. Et d'ailleurs, puisque on dit que le procureur est subordonné à l'exécutif, si son supérieur hiérarchique lui dit de ne pas poursuivre, il va sans dire qu'il ne va pas poursuivre. Et c'est justement là où le bas blesse. Mais du point de vue de son fonctionnement, en fait, l'organe de régulation donc des marchés publics, en fait, est tout à fait nickel. Et de ce point de vue, il faudrait simplement, il faudrait simplement essayer de renforcer ses prérogatives et ses pouvoirs pour dire simplement que c'est une structure qui est utile, en fait, dans la marche donc des affaires publiques. Et en publiant ces rapports, l'ARMP s'est engagée dans une démarche de communication institutionnelle. L'objectif, c'est de mieux expliquer aux Sénégalais les raisons et les prérogatives de l'ARMP. Selon Harriet Diop-Tal, la coordonnatrice générale des cellules d'instruction des recours et inspections à l'Agence de régulation des marchés publics, elle est également interrogée par Ndaïmarem Gaye. Nos rapports d'audit, quand même, n'ont pas pour vocation d'épingler qui que ce soit. Ce sont des rapports d'audit qui sont faits dans le cadre de l'exercice de notre contrôle a posteriori des marchés publics. D'accord? Et après publication des rapports d'audit, notre cellule d'enquête et d'inspection prend le temps de bien les étudier pour voir est-ce qu'il y a des cas susceptibles de justifier l'ouverture d'une enquête approfondie. Parce que généralement, les auditeurs font état parfois d'indices d'irrégularité sur tel et tel autre point. Et après la publication des rapports, notre cellule quand même a la responsabilité de les exploiter pour voir
quelle est la suite à donner. Est-ce qu'il y a lieu d'ouvrir une enquête exhaustive pour voir la réalité des faits ou pas? L'ARMP, quand même, s'est engagée dans une démarche de communication institutionnelle parce qu'on se rend compte que parfois on fait la une de certains journaux et la perception de l'institution est négative par rapport à la population sénégalaise. On va faire davantage de communication institutionnelle pour expliquer les missions de l'ARMP. Nos pouvoirs sont déterminés par le Code des marchés. On a un pouvoir d'enquête, on a un pouvoir de sanction et on a un pouvoir de sanction en termes d'exclusion de la commande publique, exclusion définitive ou temporaire. On a également le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des membres, par exemple, du secteur privé, lorsque ceux-ci ont commis des faits qui sont qualifiés faute au regard de la réglementation, à savoir Code des marchés publics. La vision économique du mouridisme dans l'histoire de la pensée économique, c'est le livre de Dr Cheikh Ahmed Bamba Diagne, l'universitaire détaille la vision économique du fondateur du mouridisme basée sur l'éducation, le travail lucide et le service rendu à la communauté, entre autres. Khadim Bamba Diagne est au micro de Moussa Fall. L'idée de cet ouvrage, c'était de présenter quelque part une vision endogène de notre économie. Je suis enseignant en économie, donc on nous enseigne, et j'enseigne souvent, l'économie pratiquée en Angleterre, en France, dans les pays développés, surtout en Europe, tout en oubliant que chez nous, dans les années 1800 aussi, nos grands-parents avaient cette façon de voir une économie qui gérait la production, la transformation, la distribution. Et j'en ai pris chez Ahmadou Bamba et pour montrer la vision de cet homme qui part sur 4 piliers, à savoir la formation, l'enseignement, l'apprentissage de l'endurance, la recherche du travail licite, ce qu'on appelle la khidma, le service rendu à la communauté, mais aussi avec une détermination, avait permis à la communauté mouride d'être autonome sur le plan économique et d'avoir même en fait un surplus qui permettait à cette communauté, à partir de 1917, à commencer à mettre en place de grandes infrastructures. Si vous regardez la mosquée de Diourbel, vous voyez que les mourides ont commencé à construire avec ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding, qu'on dit créé par les Canadiens en 1992, alors qu'en 1917, la première construction de la mosquée mouride était faite par crowdfunding. Et de 1917, cette même stratégie a été utilisée pour construire le chemin de fer, a été utilisée pour construire la mosquée de Touba, a été utilisée aussi pour construire la mosquée de Massalik al-Jinan. Ça veut dire que donc c'est quelque chose d'endogène au mouride. Lancement officiel du projet Sénégal Talent Campus au Musée des civilisations noires. Ce premier centre de formation professionnelle destiné aux métiers des arts et de la culture met l'accent sur l'alternance école-entreprise et a coûté 5 millions. Les autorités conviées à cette rencontre entendent accompagner le personnel du centre dans leur service. Le compte-rendu de Mohamed Rassoul Khan. Le Musée des civilisations a abrité le lancement officiel du Sénégal Talent Campus. Il s'agit d'un centre de formation professionnelle et technique orienté aux métiers des arts et de la culture. Au cours de la cérémonie, le directeur général du Sénégal Talent Campus a annoncé que sa structure met l'accent sur l'alternance école-entreprise. Ce programme-là, c'est alternance duale école-entreprise. Donc tous nos apprenants et apprenants, dès le départ, ils sont en stage quelque part, avant même de venir à l'école. Comme ça, c'est plus facile, parce qu'ils vont être notés dans l'entreprise ou dans une structure culturelle. C'est ça un peu la stratégie duale, parce que sinon, ils n'auront pas de compétences. Parce que chez nous, par exemple, c'est 1000 heures de formation par an. Et les 1000 heures, on doit assurer 700 heures de formation technique. Donc imaginez s'il n'y a pas d'équipement, si les gens ne sont pas ça ne va pas faire l'affaire. C'est parce qu'on veut en sortir, que les jeunes aient une certaine capacité de pouvoir faire fonctionner les machines, de comprendre l'esprit qui est derrière. Nous, on va aller sur 2 ans. C'est parce que la formation, c'est sur 2 ans. Chaque 2 ans, on a 325 d'hommes et de femmes. Le coût du projet sur 2 ans, par exemple, si on y met la réhabilitation des bâtiments, l'équipement et le paiement du corps professoral et de l'équipe administrative, on tourne autour de 500 millions de francs CFA. Il poursuit et informe que l'État
va les accompagner dans la rédaction du curriculum, mais aussi de disposer des ressources humaines. Donc ce projet, c'est une articulation. La première articulation, c'est que l'État a accepté de l'accompagner, donc en mettant en place l'APC et en nous donnant des méthodologues issus du ministère de la formation professionnelle et technique. Donc ça, c'est une très bonne stratégie. Donc on est venu avec nos idées, mais l'État l'a un peu recadré. C'est pour ça que l'État nous a accompagnés dans la rédaction même des curriculums. Pendant 6 mois, on a écrit tous les référentiels en régie son, en régie lumière, en régie de production et en administration culturelle. Et ça nous coûtait quand même un peu d'argent, 50 millions de francs CFA. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Dame Diop, a abondé dans le même sens en termes d'accompagnement. J'ai déjà instruit, je vous l'ai dit dans mon bureau, mes services que vous avez cités ici, de vous accompagner dans cela, dans l'accompagnement de la prise en charge de la formation des jeunes, dans l'acquisition d'équipements. Et mon souhait, c'est d'arriver très bientôt à un centre sectoriel sur les métiers de la culture urbaine. Fait par l'État, équipé par l'État, mais géré par les acteurs de la culture urbaine que vous êtes. C'est tout le souhait du président de la République. J'y engage aussi mes collaborateurs et ensemble, nous pourrons faire des cultures urbaines vraiment un secteur producteur, pourvoyeur d'emplois et de richesses pour notre jeunesse. Le projet tombe à pic dans un contexte de déficit de qualification d'une bonne partie des acteurs. Tous les 2 ans, plus de 300 étudiants seront reçus. Une alternative sur le long chemin de la lutte contre le chômage des jeunes Sénégalais. Et quelques notes de sport, l'interdiction des rassemblements sur les lieux publics, y compris les terrains de football, de terrains de sport plutôt, risque de signer l'arrêt de mort du secteur, selon Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF, estime que le football qui a arrêté ses compétitions en mars dernier doit reprendre. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans le service de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport publics. La prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer aura lieu au Sénégal du 23 au 29 mai 2021, annonce la Confédération africaine de football CAF sur son site internet. Sur proposition de la Fédération sénégalaise de football, le comité exécutif a approuvé la tenue de la CAN de beach soccer Sénégal 2021. La CAF annonce par ailleurs sans autre précision que la Super Coupe d'Afrique aura lieu au premier semestre 2021. Voilà la fin de ce journal, mais l'information continue sur www.emedia.sn. À suivre ce soir, Intérêt général avec Khalifa Diakhaté et ses chroniqueurs. À demain pour un autre journal.